ActuSF, interview de Dimitri Glukovski. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes auteur de la série Métro 2033 à Métro 2034. En 2014, vous avez obtenu le prix européen des Utopiales des Pays de la Loire pour votre roman Sumerki. Et vous êtes aujourd'hui en tournée en France pour votre nouveau roman Futur qui est édité chez La Talente. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, Futur, c'est un roman qui est surtout peut être défini, déterminé comme un contre-utopie. Le sujet, c'est une Europe qui a pu, c'est le monde et la civilisation humaine qui ont pu vaincre la mort, mais surtout le vieillissement, la vieillesse. Donc les gens, grâce à une intervention génétique, manipulation génétique, arrivent à ne vieillir plus. Donc ils restent toujours à l'âge de pleine force, comme ça, plus ou moins 25 ans, physiquement au moins, mais bien sûr qu'ils continuent à vivre. Et c'est une Europe donc surpeuplée, parce qu'au bout d'un moment, après de certaines générations, un peu de centenaires qui sont passés, les gens continuent à se reproduire, et maintenant l'Europe seule compte plus de 120 milliards d'habitants, donc du coup ce n'est pas plus une civilisation horizontale telle que l'on connaît aujourd'hui, c'est une civilisation plutôt verticale qui est construite en monde, en gigapole, construit des énormes gratte-ciel qui sont en fait des espaces encombrés l'un sur l'autre, qui sont des espaces enfermés, mais parce qu'ils sont habités par des êtres humains, et les êtres humains n'ont pas forcément beaucoup changé de ce point de vue. Il y a des projections 3D qui simulent soit les villages alpins, soit des îles tropicales sur les murs antérieurs de ces espaces. Donc c'est un monde vraiment très synthétique. Mais le vrai prix à payer, c'est une nécessité de renoncer à la possibilité de reproduction. Donc s'il y a un couple, parce que le monde est déjà surpeuplé, l'écologie et l'économie sont vraiment à leur limite, donc s'il y a un couple qui veut avoir un enfant, ils doivent déclarer ça à l'État, et l'État vraiment décourage les gens d'avoir des enfants parce qu'ils ne peuvent pas se permettre ça. Et entre deux, soit le père, soit la mère, devront renoncer à la jeunesse éternelle qu'ils ont. Donc il y a une équipe qui vient, une équipe spéciale de renforcement qui va injecter soit le père, soit la mère, selon leur décision, par un virus artificiel qui provoquera un vieillissement accéléré et va tuer cette personne dans 10 ans avant que l'enfant qu'ils ont n'atteigne pas la puberté, et comme ça serait une vie pour une vie. Donc c'est ça le vrai prix à payer. Ça s'appelle la loi de choix. Et ce choix est imposé sur chaque citoyen européen. Donc chacun qui est né déjà avec le droit à l'immortalité, à la jeunesse éternelle. Mais une personne ne peut se reproduire sans céder sa place dans cette société, voilà, à son enfant. Donc, pour avoir un enfant, il doit partir. Soit il, soit la femme. Voilà. Et c'est un thriller dystopique, dont le caractère principal, le personnage principal, c'est un de ces enforceurs de loi, de ces personnes, des équipes, des immortels, soi-disant, ils s'appellent des immortels, qui viennent à ceux qui ont déclaré la grossesse pour injecter un des deux parents, et qui cherchent aussi ceux qui essaient de contourner la loi, soit de faire un crime en ne pas déclarant la grossesse. Donc ils doivent rechercher ces gens-là et les punir par les prenant les enfants et les mettant dans les orphanages, où ils ne pourront plus jamais, les parents, revoir les enfants qui ont été conçus comme ça en conflit avec la loi. Et du coup, c'est une exploration un peu de l'humanité, de la société telle qu'elle va être quand on va abolir la mort. Et je ne pense pas du tout que c'est de la science-fiction. De toutes les directions dans lesquelles la pensée scientifique se développe maintenant, c'est la télécom et l'ingénierie génétique qui ont plus de succès et qui ont plus de progrès. Et après l'unification des efforts scientifiques mondiaux grâce à l'Internet, etc., je pense qu'on n'est pas très loin de vraiment y arriver. Je sais que l'année dernière, la société Google vient d'investir plus d'1 milliard d'euros en
création d'une compagnie qui traitera le vieillissement comme une maladie et qui va dépenser ses fonds, ces montants énormes en recherche de façon de faire guérir le vieillissement, comme si c'était juste une maladie. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse surtout ici dans ce récit, dans cette histoire, c'est comment l'abolition de la mort nous changera comme les êtres humains et nous changera comme une société. Parce qu'à mon avis, c'est la mort qui nous détermine beaucoup plus même que notre propre existence seule. C'est à cause de notre mortalité qu'on est très pressé de vivre. C'est à cause de notre mortalité qu'on veut avoir des enfants, de se réunir avec le sexe opposé. Parce que, en fait, on essaie de laisser quelque chose après nous. Mais si on part jamais, si on n'aura jamais besoin de partir d'ici, si on ne sera jamais séparé de ceux qu'on aime, des parents, des frères, des sœurs, des convives, des enfants, est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin de se reproduire encore? Est-ce qu'on va avoir besoin de l'âme si notre corps, lui, est éternel? Si on a besoin avoir besoin de Dieu, si on va avoir besoin de l'Église, est-ce que l'Église pourra continuer comme une organisation sociale, religieuse, politique et commerciale si personne ne s'en sert de son âme? Voilà. Est-ce qu'on va pouvoir évoluer et progresser dans un monde où il n'y a pas plus de changement de génération? Si c'est toujours la même génération au pouvoir, toujours la même génération des artistes, des cinéastes, des écrivains, des philosophes, si on tient compte du fait que les gens arrêtent à apprendre de nouvelles choses plus ou moins à l'âge de 30 ans, 40 ans. Après, ils ne développent pas beaucoup, n'évoluent pas beaucoup. Hein. Donc, est-ce que la société pourrait quand même évoluer si les gens qui la composent ne changent pas, s'il n'y a pas de changement de génération? Voilà, donc ça, et encore des questions très intéressantes. Moi, je pensais que Future sera un peu une future, si vous voulez, sera une prophétie un peu, je dirais, distante, mais il y a des faits décrits dans ce bouquin qui sont en train déjà de se réaliser, en vérité. On est à la fois sur une dystopie de futur proche qui parle de questions de société, celle que vous soulevez, et aussi de questions plus techniques avec le génome. On aborde, on peut dire, de transhumanisme, quand vous évoquez la place de l'âme sur un individu qui est transformé au point de plus d'être immortel. Donc on est sur des thématiques hyper actuelles, vous avez cité Google. La dystopie, c'est vraiment votre fer de lance, vous l'aviez déjà avec Métro 2033. Qu'est-ce qui vous intéresse sur cette matière science-fiction de la dystopie? Déjà, je pense que science-fiction, à mon avis, c'est clair que c'est l'héritier de l'ancien conte magique. Donc, et la conte magique, c'est surtout une façon métaphorique pour parler des questions soit éternelles, soit actuelles. Dans les sociétés où la liberté de presse et de discussion est supprimée, la conte métaphorique et la science-fiction sont souvent des façons pour discuter des choses très importantes sous la guise de récits, comment dire, fictionnel, ouais, voilà, qui veut juste divertir, quoi. Mais c'est pas du divertissement en vérité. Donc pour moi, je dirais pas que c'est forcément la science-fiction qui m'intéresse. Moi, extraterrestre, voyage temporel, les choses comme ça m'a jamais trop excité. Ce qui m'inspire, par contre, c'est les parallèles qu'on peut voir avec la société dans laquelle on vit vraiment, couramment. C'est les inspirations ou des fois des tendances un peu plus dangereuses qu'on peut prendre et projeter en futur pour montrer à quoi ça peut aboutir, en fait, amener. Donc, déjà, moi, je suis auteur de deux. Bon, on prend Métro comme une contre-utopie, malgré le fait que c'est une
trilogie maintenant, avec la sortie de Métro 2035 juin dernier. Et Futur. Est-ce que vous pourrez d'ailleurs nous en toucher un petit mot parce que oui, bien sûr. C'est gentil. Mais j'y reviens tout de suite. Voilà. Donc, et Futur, c'est la deuxième dystopie, la contre-utopie que j'ai écrit. Et ils sont les deux inspirés. Bon, Métro, c'est plutôt inspiré par la société russe. Vous voyez, la vie politique, sociale dans la société russe telle qu'elle est après la chute de l'Empire. Donc, c'est pas seulement intéressant aux Russes, mais c'est plutôt intéressant à tous les peuples qui ont été jamais supprimés et qui ont jamais perdu l'Empire, etc. Donc, juste pour voir et comparer. Par contre, Futur, c'est plutôt centré et ciblé sur la société européenne, avec des problèmes qui sont très actuels ici, je pense. C'est avec l'extension de l'espérance de la vie, de la durée moyenne de la vie. Il y a des vrais changements qui se passent dans la vie familiale. Les gens essaient d'allonger, d'éteindre la jeunesse autant qu'ils peuvent, de repousser la maturité, la responsabilité qu'on a en créant leur propre famille plus loin possible, de s'éloigner de ce moment-là. Ce n'est pas plus un cas très rare quand on commence à vivre avec un convive jusqu'à 30 ans, 35 ans, quand on commence à penser vraiment avoir des familles à l'âge de 40 ans. Mais les pays latins même, qui ont été toujours très catholiques, comme l'Italie, mais les hommes et les femmes, ils vivent avec ses parents jusqu'à leurs parents, jusqu'à l'âge de 40 ans. C'était jamais passé comme ça. Voilà. Et donc aussi, ce temps-là, je dirais que la religion, même la religion catholique, ne vit pas le meilleur de ses moments. Avec le nouveau pape qui est sympa, ça va mieux un peu au niveau de l'image publique, mais quand même, on voit la religion entièrement, sauf les intégristes musulmans, la religion un peu en crise parce qu'elle arrive de moins en moins à expliquer le monde moderne. Et moi, je m'intéressais beaucoup à des réflexions de la réalité dans ce bouquin-là. Est-ce qu'on va vraiment être jeune éternellement? Est-ce qu'on va vraiment être obligé de repousser la maturité et la création des familles? Est-ce que les familles peuvent tenir sans enfants? Voilà. Est-ce qu'on va traiter toujours les vieux de la façon on les traite maintenant, avec un certain respect? Et là, dans le futur, j'ai vraiment décrit une société où tout est à l'envers, quoi. Il y a une méprise aux vieux, il y a une crainte des enfants, voilà. Donc du coup, en devenant immortel, l'homme en devenant plus déique, en réalisant le plus profond et sincère de ses rêves depuis toujours, qui a été aussi le rêve des générations des empereurs, des tsars et des rois, dès qu'ils atteignaient le sommet de leur pouvoir. Ils ne cherchaient que l'immortalité, quoi. Donc, et maintenant ça arrive, et comment ça va nous changer? En nous faisant plus déiques, est-ce qu'on ne va pas perdre en humanité qu'on avait? Est-ce qu'on ne va pas devenir moins humain? Et comment ça va s'exprimer? Donc, votre question sur Métro, vous dites? Oui, mais du coup, vous êtes fascinant sur le déroulé des idées. Oui, donc du coup, le troisième tome de Métro est sorti en Russie cette année, hein, c'est bien ça? La troisième tome de Métro 2000, qui s'appelle Métro 2035, ça vient de sortir en Russie. C'est sorti il y a 3-4 mois. Ça a été le plus grand best-seller de l'été en Russie. Donc forcément, il y a encore des lecteurs qui ne sont pas trop emmerdés avec moi pour continuer à suivre la saga, ce qui est bien, ça me fait du bien, carrément. Et ça finit la trilogie Métro. Et en même temps, c'est une finale un peu surprenante, je dirais, pour ceux qui ont suivi la trilogie dès le début. Beaucoup de choses changent. C'est le même personnage principal dans la troisième partie comme dans la première.
Ça, en même temps, ça noue et prend en compte toutes les lignes de sujets qui ont été dans les jeux et dans les bouquins. Ça les réunit. Donc voilà, on retrouve Artyom, qui est le caractère principal, le personnage principal de Métro 2033, marié à Anna, qui est un des personnages du jeu Metro Last Light. Donc ils sont mariés, ils essaient d'avoir des enfants, etc. En même temps, Artyom ne veut pas laisser son ancien espoir de pouvoir trouver une solution et laisser les gens qui sont en métro, dans le métro, sortir et vivre comme ils ont vécu avant. Donc sous le soleil, sous le ciel, sur la surface. Et c'est ça en fait le début du sujet. Donc en compromettant sa santé, et ainsi que, vu que c'est la radiation, sa capacité d'avoir les enfants peut-être, au moins les enfants sains, il remonte chaque jour sur la surface. Il monte sur un gratte-ciel qui est à côté, bon, un bâtiment, un immeuble. Il installe une station radio et il essaie d'attraper les signaux qui proviennent des autres villes, pour voir s'il y a des autres survivants qui pourraient les inviter, les gens de métro joindre. Voilà, mais il n'arrive jamais à le faire. Tout est mort. Et il n'arrive pas à attraper aucun signal. Donc c'est ça le début de l'histoire. Et après ça va bouger. Donc beaucoup de choses qui sont vues comme connues, claires et objectives dans la première partie et même dans la deuxième vont être bouleversées dans la troisième partie. Déjà il y a un changement de style. Et là, Métro 2035, ça n'a vraiment pas d'éléments peu d'éléments de science-fiction. Pas de mutes, par exemple, pas de mutants. Ça, c'est parti. Par contre, c'est encore une vraie contre-utopie qui parle beaucoup de la société russe contemporaine telle qu'elle est, avec son besoin qu'on vient de découvrir de chercher un ennemi, de trouver un ennemi, et de son incapacité de définir soi-même, déterminer ce qu'on est, qui on est, sans savoir qui on oppose. C'est cette nostalgie impériale, cette croyance un peu trop facile dans ce que les dirigeants disent, cette vulnérabilité par rapport à la propagande officielle, tout ça va s'évoquer. Un peu la fiction de la vie politique qu'on a, et un peu partout, même pas seulement chez nous, et les manipulations des politiciens qu'ils font à la société, des guerres un peu imaginaires, la guerre d'illusion que nous on a entre les fractions politiques dans la société, chez nous surtout, mais aussi un peu partout. Donc ça fait, et quand même ça fait un thriller qui a un sujet prétendu et qui a un personnage principal très tordu en son tour. Très bien, merci. Peut-être juste une dernière question, si j'ose dire, après le futur, qu'est-ce qu'il y aura? Une dystopie pour l'Afrique cette fois, ou pour les pays d'Asie? Non, c'est fini avec les dystopies, et les prochaines œuvres, je pense, ne vont pas être même définies comme science-fiction, déterminées comme science-fiction. Les prochains projets que j'ai, je parlerai d'un polar peut-être, et d'un projet, d'un livre qui est plutôt... On essaie de comprendre mes origines et mes racines, et de comprendre comment les gens qu'on aime et qui nous quittent, comme les grands-mères, les parents, les grands-pères, les familles, en réalité ne nous quittent jamais en restant parmi nous d'une façon autant mystique que métaphorique, en surveillant nos vies pour toujours, et comme nous on est compris en fait comme une mosaïque, comme ça, des pièces qui sont en fait les personnalités, les biographies et bien sûr le jeune homme de nos parents, à ce qu'on ne pense pas très souvent. Voilà, donc ce serait en recherche dans mon passé propre, mon enfance peut-être, et ça serait plutôt avec un tout petit peu de réalisme magique en livre de famille, quoi.
C'est un projet prochain à venir. Très bien, grand merci à vous. Je vais vous laisser à votre tournée française. Donc Lyon aujourd'hui, vous continuez, je crois que c'est ça, Montpellier, On Montpellier continue demain Montpellier, encore Bordeaux. Voilà, on a fait 2 rencontres à Paris. Et la chose très intéressante, c'est que c'est surtout les petites librairies qui sont pleines de mes lecteurs. C'est marrant parce qu'en Russie, c'est pas du tout le cas. Et je commence à comprendre la grande attention que mon éditeur fait à des petites librairies et petits libraires. Donc vraiment, j'ai un respect énorme aux gens qui protègent le genre, voilà, et qui vraiment qui consacrent leur vie à créer des communautés, je dirais même, parce que ces petits libraires qui font mais aussi de genre, de l'imaginaire, ils créent autour d'eux des communautés, des gens quoi, qui sont, je dirais, des petites ambassades peut-être. Et moi j'étais à Tours par exemple hier et j'étais vraiment charmé. Voilà, donc vive les petites librairies et vive les petits libraires. Un très grand merci à eux, pour eux, et un très grand merci à vous. Merci. Merci.